Donc le but de cet exercice, c'est de montrer la simplicité de L2. La simplicité, c'est pas un truc qui est au programme en CPGE, donc je vais rappeler quelques petites définitions. Donc la simplicité, ça provient du concept d'idéal. Le concept d'idéal, tu l'as sûrement déjà vu en sup en spé, mais je vais rappeler rapidement ce que c'est. Donc si tu prends une algèbre quelconque, tu prends I, une partie de cette algèbre, dire que I c'est un idéal, c'est dire que pardon, c'est dire que c'est un sous-groupe additif et que pour tout A appartenant à A, pour tout I appartenant à I, AI appartient à I. Donc ça, c'est la propriété d'absorption. La super stabilité, c'est plus que stable, c'est tu prends un truc qui est à l'extérieur, tu le colles à un truc qui est dans I, ça vient dans I, donc ça, I va dévorer tous les trucs qui viennent par multiplication. Donc c'est une propriété qui est vraiment très forte. Et là, il y a une petite imprécision, je pense que tu l'auras peut-être remarqué, c'est qu'on a dit que A était quelconque, donc a priori, la définition n'est pas forcément complète ici, puisqu'on pourrait se demander ce qui se passe quand IA appartient à I, c'est plus la même définition, puisqu'a priori, AI et IA ne commutent pas. Donc en fait, ici, la définition que j'ai donnée, c'est idéal à gauche. Donc c'est un idéal à gauche, puisque c'est stable par multiplication à gauche par un élément de A. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est du coup les idéaux bilatéraux. Donc bilatéral, c'est quand c'est à gauche et à droite. Donc quand en plus de ça, tu as IA qui appartient à I. Ok. Quand tu as les deux, c'est bilatéral. Et a priori, c'est bien différent, hein, parce qu'il n'y a pas de raison pour que A soit commutatif. Du coup, quand on a un idéal bilatéral, c'est là qu'on va pouvoir définir la simplicité de L de E, enfin, la simplicité en général. Donc, en gros, la simplicité, c'est si tu as un idéal, c'est forcément tout l'espace ou rien du tout. Si tu as un idéal bilatéral, c'est forcément tout l'espace ou rien du tout. Donc, du coup, A simple, si je veux l'écrire un peu formellement, ça veut dire que si on prend I, un idéal, on a forcément I est égal à A, bilatéral entre guillemets, entre parenthèses, pardon. Donc, si on prend I un idéal bilatéral, on a forcément I est égal à A ou I est égal à 0. Donc ça, c'est les deux seules options qu'on a. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer pour L2E. Bon, a priori, on peut se demander si c'est vrai tout le temps, c'est-à-dire pour E de dimension quelconque. Justement, c'est une question qu'on peut se poser, mais on va d'abord traiter le cas en dimension finie. Donc en dimension finie, tout se passe bien, c'est le meilleur du monde, et a priori, ça devrait bien se passer, puisqu'on a un endomorphisme, enfin un isomorphisme très très intéressant qui est l'isomorphisme entre L2E et Mn2K. Donc, a priori, on va essayer d'exploiter ça pour montrer la simplicité de L2E. Donc, je vais te donner l'énoncé complet. Donc, tu prends donc dim de E inférieur à l'infini, strictement, et tu veux montrer que L de E est simple. Ok. Donc, c'est un énoncé assez simple et sans mauvais jeu de mots, mais plutôt assez intéressant à faire. Et j'ai vraiment pas mal aimé cet exo, c'est pour ça que je te le partage. Donc, du coup, on va se demander comment on peut faire ça. Je te laisse le chercher, faire pause si tu veux. Mais de mon côté, je vais donner la petite correction. Alors, je vais essayer de montrer comment on peut intuiter ce résultat. Donc, la première chose qu'on doit voir évidente, c'est qu'on a dim de E qui est inférieur à l'infini. Donc, forcément,
on est dans un espace de dimension finie. L2 est isomorphe à Mn2K. À Mn2K. Et cet isomorphisme il est très utile puisque on a une base privilégiée dans Mn2K qui est la base canonique, à savoir la base des EIJ. Donc en fait, si on regarde bien ce qu'on veut, donc le but qu'on cherche, si on y réfléchit un petit peu, c'est que si on prend I un idéal, je ne vais pas préciser bilatéral à chaque fois puisque ce sera sous-entendu, on travaille que avec des idéaux bilatéraux. Donc on va exclure le cas où I est nul parce que c'est pas intéressant, et on va montrer que on a forcément I inclus dans Mn2K, ok. C'est la définition d'un idéal de Mn2K. Et à un isomorphisme près, on pourra toujours se ramener à un idéal de L2, ok. Donc, I c'est un idéal de Mn2K, par définition, I inclus dans Mn2K, et donc on doit montrer que soit I est égal à 0, soit I contient Mn2K, auquel cas on aura une égalité. Donc c'est ça qu'on veut en fait. I contient Mn2K. Et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir choisi l'isomorphisme de Mn2K. En fait, si on veut ça, si on veut ça, on se rend bien compte que ce sera plus simple de le montrer sur un nombre fini d'éléments, à savoir une base. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va le montrer sur une base. On va dire que on a une base qui est inclue dans I, et que puisque I c'est un idéal, a fortiori il contient le vect de la base et donc l'espace entier. Bon, c'est ce qu'on va montrer, c'est l'idée qu'on veut mettre en place. Ok, mais dans ce cas-là, comment utiliser le fait que I est justement un idéal et qu'il est donc super absorbant, enfin super stable ou absorbant. Bon, super absorbant, on peut le dire. Enfin, moi je le dis. Je crois que personne sur Terre le dit. Mais bref. Donc on va montrer que Mn2K c'est inclus dans I. Donc pour ça on veut montrer que EIJ c'est inclus dans I. Ok. Donc là je vais pas mentir, c'est une méthode, enfin ça appartient à I. C'est une méthode un peu sioux, pas forcément évidente à trouver. Mais du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser les hypothèses qu'on a. Et oui, donc on va utiliser l'hypothèse que on a I super stable, I absorbant, ok. Donc en tâtonnant, on peut se dire qu'est-ce qui va faire que ça va marcher, ok. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Le truc qui va faire que ça va marcher, c'est que on peut en fait déjà se limiter à I qui est non nul. Parce qu'en fait, si on a I qui est nul, donc I est égal à 0, c'est rien, ok. Il n'y a rien à montrer. Puisque en fait, c'est déjà ce qu'on veut montrer, ok. Et on veut montrer soit I égale à 0, soit I égale A. Et donc si I est déjà égal à 0, il n'y a rien à montrer, ok. Donc on va prendre I différent du singleton 0, ok. Si on prend I différent du singleton 0, il y a un M appartenant à I, tel que si on note M est égal à MIJ, si on note M est égal à MIJ, on a M I0 pour un certain I0, J0 pour un certain J0 qui se trimballe, qui est quelque part dans 1n au carré, ok, qui est différent de 0, ok. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on a. Et l'idée qu'on va avoir pour résoudre cet exercice, c'est de se dire, okay, est-ce que je peux pas avoir EIJ en fonction de I0, J0, enfin de M I0, J0. Est-ce que je peux pas avoir une combinaison linéaire des EIJ en fonction de M I0, J0? Mais en fait, la réponse c'est oui. Évidemment, on peut en avoir une. Et on va pas chercher une combinaison linéaire, on va plutôt chercher juste à avoir MI0
J0 EIJ appartient à I. Ok. Donc ça, c'est le but qu'on aimerait se donner. Comment intuiter ce but? En fait, c'est en tâtonnant et en voyant comment on peut le résoudre. Donc le truc, c'est qu'il y a un truc qui est... Vu qu'on a une information sur qu'un seul coefficient, il y a un truc qui est bien à savoir pour la culture et même en général. Pour d'autres exos, pas forcément celui-ci, c'est l'extraction des termes d'une matrice. Bon, ça, c'est un truc que j'ai... C'est un terme que j'ai inventé, hein, mais l'extraction des termes d'une matrice. Mais ça me permet de retenir, donc pourquoi pas, quoi. Donc le principe, ça consiste à dire que si t'as m qui est égal à ce que tu veux, et ben pour avoir le coefficient MIJ, et ben tu vas regarder d'abord la ligne... tu vas regarder d'abord la ligne I, ok. Et ensuite, tu vas regarder la colonne J. Et tu vas regarder l'intersection. Et c'est là où tu auras MIJ, ok. C'est là où tu auras le terme MIJ. Donc ça veut dire que, d'après ce que je viens de noter, bon, ça marche dans l'autre sens. Tu peux prendre d'abord la ligne J, puis après la colonne I. Ou inversement. Bon, je me suis emmêlé, mais tu m'as bien compris. Tu as vu le gugus. Et donc, bon, ça veut dire qu'on a que MIJ, c'est la ligne I de la colonne J. Mais sauf que la ligne I de la colonne J, bah, c'est juste le scalaire MIJ, ok. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt très très bien à savoir. Et surtout, ça t'évite de faire des big calculs avec des sommes à n'en plus finir. Et ces notations avec les colonnes I, ligne J, c'est des trucs que je te conseille d'adopter parce que c'est trop pratique en fait. Ça te permet d'éviter tous les calculs de somme. Et même dans les corrigés, souvent, tu as des énormes calculs de somme, etc., dont tu peux te passer totalement avec simplement ces petites notations. Ok, donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Et ben en fait, on va voir un peu les calculs qu'on peut faire avec EIJ. Donc EIJ, on va essayer de l'exprimer de cette manière-là, afin d'avoir EIJ, MIJ comme on l'avait pressenti. Ok. Donc, on a que EIJ, c'est la matrice qui a que des zéros à part en ligne IJ, ok. Où il a un 1. Il a des zéros partout sinon. Ouais, bon, bref. En gros, c'est celui qui a que des zéros à part en termes IJ. Ok. Donc du coup, ce qu'on va se dire, c'est que puisqu'en fait on va essayer d'utiliser quand même cette écriture parce que l'écriture avec les symboles de Kronecker et les sommes, c'est pas forcément la plus simple à manipuler et pas non plus la plus claire. Donc personnellement je préfère utiliser cette écriture en disant que en fait si tu regardes la colonne I de l'identité et tu regardes d'un autre côté la ligne J de l'identité, et ben là tu vas avoir que des zéros, et tu te rends compte, en fait tu vois directement, c'est limite évident, mais peut-être qu'il faudra le justifier, ce que je ne vais pas faire. C'est qu'en fait là si tu fais la multiplication, tu verras que les seuls qui seront pas nuls c'est ce terme là, et donc en fait ici tu vas avoir EIJ, ok. Donc tout ça pour dire que finalement, comme tu l'as vu sur le calcul, sur ce petit calcul entre guillemets surtout, c'est EIJ, enfin ce petit dessin plutôt, EIJ est égal à la colonne I de l'identité fois la ligne J de l'identité, ok. Donc ça c'est généralisable si c'est pas forcément en format NN, mais c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser ici. Donc du coup on a ça et on va essayer de se ramener à un truc où on va extraire le coefficient MIJ de la matrice M
par diverses multiplications, utiliser le fait que i est absorbant pour avoir notre résultat. Ok, donc ça c'est le plan. Pour ça, on va regarder ce que ça donne si on calcule m facteur de EIJ pour EIJ quelconque, hein, enfin IJ quelconque. On voit qu'ici ça va nous donner, avec les notations que j'ai utilisées précédemment, c'est m ci de IN LJ de IN, ok. Ça, c'est la colonne I de M. Bon, ça, tu peux le voir comme ça. C'est si tu prends M, la matrice, ici, tu prends juste la colonne I de l'identité. En fait, la seule colonne qui va rester intacte, c'est la colonne I de M. Donc, ça fait bien la colonne I de IN. Enfin, la colonne I de M et ensuite LJ de IN, ok. Bon, ça, c'est une première information qu'on a et on est assez content puisque là, on a CI de IN, on a un CJ de M ici. Et donc, c'est vraisemblablement ce qu'on semble rechercher. Et on va utiliser du coup l'hypothèse de l'autre hypothèse qui est la linéarité, enfin l'absorption à gauche, pardon. Et du coup, on va avoir dans ce cas-là CI de CI M, CIN, LJ de IN, LJ de M. Parce que c'est juste de l'autre côté en fait. Aussi, il y a un moyen pour retenir ça, c'est que fondamentalement, quand tu multiplies à droite par une inversible, bon, ici EIJ n'est pas forcément inversible, mais quand tu multiplies à droite, c'est des opérations sur les lignes. Quand tu multiplies à gauche, c'est des opérations sur les colonnes. Et c'est ça qui peut en partie donner l'idée de faire la manipulation des deux côtés pour avoir ligne-colonne. Ok ? Donc du coup, on a que si on met les deux à côte à côte, en fait c'est assez évident que ici on va vouloir avoir notre terme ici pour pouvoir faire la manipulation d'extraction. Donc du coup, ce qu'on va vouloir, c'est avoir ici un J0, ok, puisque ici ça va être nos J0, I0. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le terme au milieu pour faire la multiplication de chaque côté, ok. Donc on veut un J0 ici, on veut un J0 ici, et ici on veut plutôt un I0, ok. Donc on comprend comme ça en faisant des petites manipulations plus ou moins hasardeuse, mais quand même assez dirigée par le fait qu'on a un coefficient non nul et qu'on connaît cette formule d'extraction, qui est vraiment très très utile. Et donc ceci nous guide à faire le calcul suivant, entre guillemets calcul, puisque fondamentalement c'est pas vraiment un calcul, hein, puisqu'on va pas utiliser de formule de somme ou quoi que ce soit. C'est ici, et du coup on a dit, ici on veut un J0 sur celui-là, celui qui avant on veut un J0, donc en fait on va prendre on veut un I0, pardon, oui on veut un I0 puisque c'est la ligne I0 de la matrice M, donc ça fait EI I0 M E, et donc ici on a dit qu'on voulait un J0, ok, donc J0 J, donc ça par construction, vu les calculs qu'on a fait précédemment, ça fait ça fait C I IN LJ0 M C LI0, pardon, I0 C J0 M fois LJ de IN. Ok. Donc là on a pardon, là il n'y a pas de M, c'est un IN. Ok. Donc là on a a priori ce qu'on veut, puisque ici ça va nous donner MI0 J0 et les deux termes ici, puisque les scalaires ils commutent avec n'importe quelle matrice.
ici ça va nous donner EIJ. Ok. Donc ça évidemment par hypothèse sur I, ça appartient à I, puisque I est un idéal bilatéral. Donc ça nous donne que EIJ appartient à I. MI0 et J0 appartient à I. Mais bon, puisque c'est un sous-espace, et ben c'est bon. Ok. Donc du coup, ça nous donne tout ça que, bon bah, on a une base qui est inclue dans Mn2K, on a bien ce qu'on veut. Enfin, on a une base de Mn2K inclus dans I, donc, a fortiori, on a Mn2K qui est inclus dans I. Et finalement, on a que I est égal à Mn2K. Ok, maintenant, ça c'était en dimension finie, et c'était fondamentalement basé sur le fait que on avait un isomorphisme très puissant, et surtout une base qui nous permettait à partir d'un nombre infini d'éléments, de le montrer juste pour un petit nombre, à savoir la base. Maintenant, en dimension infinie, ok, on peut se demander ce que ça donne. On peut réfléchir, est-ce que ça semble vrai? Je te laisse y réfléchir et essayer de trouver des contre-exemples si tu penses que c'est faux, ou essayer de le montrer si tu penses que c'est vrai. Mais il y a un exemple qu'on peut se donner assez rapidement, c'est que en fait en dimension infinie, t'as des gens qui ont des rangs infinis, ok? Donc A qui est égal à on va plutôt l'appeler I, ouais, I, qui est égal à l'ensemble des F appartenant à L2 tel que le rang de F est inférieur à l'infini. Et ben ça, j'affirme que c'est un idéal, et c'est pas trop compliqué à voir, puisque si tu prends FG quelconque, même pas forcément de d'infini, enfin de rang fini, tu prends FG quelconque, ben dans tous les cas, t'auras ça, c'est-à-dire t'auras l'image de F rangé inclus dans l'image de F. Ok. Donc ça c'est évident, mais ça nous donne quelque chose d'assez fort, c'est RG de FG inférieur à RG de F. Et donc ça nous donne que I est bien un idéal, puisque si F est dans I, si F est dans I, peu importe le G qu'on prendra dans L2, il sera de rang fini. Et donc ça fonctionne de l'autre côté, évidemment. Donc I est bien un idéal bilatéral. I est bien un idéal bilatéral, mais pour autant, il y a bien des mecs qui ont des rangs infinis. Donc du coup, ça fonctionne pas vraiment en dimension infinie, ce qui nous montre bien la puissance de ce petit isomorphisme et des petites bases. Les petites bases, c'est vraiment pas mal. Donc les trucs importants à retenir pour d'autres exos, pour la culture, c'est déjà cette formule, entre guillemets formule, parce que comme tu l'as vu, on le retrouve en 2 secondes. Tu fais le petit dessin et c'est bon. Ensuite, définition d'idéal, je connais, mais il y a aussi un autre truc, ouais, c'est ça. C'est comment extraire les termes d'une matrice, et plus généralement les manipulations sur ligne, colonne. C'est un truc que tu vois très rarement dans les livres en fait, et pourtant c'est boosté de fou. Genre vraiment, quand tu commences à faire des calculs sur les lignes et les colonnes, ça t'évite de faire des calculs sur les indices, etc. etc. Et je trouve que c'est tellement plus plaisant que de faire des big sums où tu t'emmêles les pinceaux une fois sur deux. Donc voilà, petit exo simple.